Loi 34. Soyez royal. Principe. Le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude. La vulgarité, la banalité n'inspirent nul respect. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il inspire le respect aux autres. Montrez-vous royal et confiant dans votre pouvoir, et vous apparaîtrez digne de porter la couronne. Violation de la loi. En 1830, la Révolution de Juillet força Charles X à abdiquer. Les plus hautes autorités se réunirent pour lui choisir un successeur, et elles désignèrent Louis-Philippe, duc d'Orléans. Il fut clair dès le début que Louis-Philippe ne serait pas un roi comme les autres. Non pas seulement parce qu'il était issu d'une autre branche de la famille royale et qu'une commission l'avait nommé, ce qui mettait en question sa légitimité. Mais il n'aimait ni le cérémonial, ni les signes extérieurs de la royauté. Il avait plus d'amis parmi les banquiers que dans la noblesse. Il n'avait pas l'intention de réformer les manières monarchiques, comme l'avait fait Napoléon, mais de rester discret, de se mêler aux hommes d'affaires et à la classe moyenne qu'il avait amenés au pouvoir. Ainsi, Louis-Philippe ne portait ni le sceptre ni la couronne, mais le chapeau gris et la canne pour déambuler en ville, tel un bourgeois en promenade. Quand Louis-Philippe invita James Rothschild, le plus important banquier de France, il le traita d'égal à égal. Et contrairement à tous les rois avant lui, non seulement il parla affaires avec M. Rothschild, mais il parla uniquement affaires, car il aimait l'argent et avait une immense fortune. Peu à peu, les sujets de ce roi bourgeois en vinrent à le mépriser. L'aristocratie ne pouvait supporter un souverain si peu royal. En quelques années, elle se retourna contre lui. Le prolétariat grandissant, dont les radicaux qui avaient renversé Charles X, ne se satisfaisait pas d'un monarque qui n'agissait pas en roi et ne gouvernait pas non plus comme un homme du peuple. Les banquiers, auxquels Louis-Philippe était le plus redevable, réalisèrent que c'était eux qui contrôlaient le pays, et non lui. Ils le traitèrent avec un mépris croissant. Un jour, au départ d'un voyage en train organisé pour la famille royale, James Rothschild admonesta vertement le roi en public, parce qu'il était en retard. Le roi avait naguère traité le banquier comme un égal. Dorénavant, le banquier traitait le roi comme un subordonné. Finalement, les insurrections ouvrières qui avaient fait tomber le prédécesseur de Louis-Philippe reprirent, et le roi les écrasa. Mais que défendait-il si brutalement? Non l'institution monarchique qu'il dédaignait, ni une république démocratique que son gouvernement interdisait. Il semblait en réalité ne défendre que sa propre fortune et celle des financiers. Ce n'était pas le meilleur moyen de mériter le loyalisme de ses sujets. Au début de 1848, toutes les couches de la population manifestèrent en faveur de réformes électorales qui fassent du pays une vraie démocratie. En février, les manifestations tournèrent à l'émeute. Pour apaiser la populace, Louis-Philippe limogea son Premier ministre et le remplaça par un libéral. Mais il obtint l'effet opposé à celui qu'il cherchait. Le peuple se sentit capable de déstabiliser le roi. Les manifestations tournèrent à la Révolution avec fusillades et barricades dans les rues. La nuit du 23 février, les insurgés cernèrent le palais. Avec une précipitation qui surprit tout le monde, Louis-Philippe abdiqua et s'enfuit en Angleterre. Il ne laissait aucun successeur, même putatif. Le gouvernement tomba et disparut comme un cirque démontant son chapiteau. Interprétation. Philippe Égalité s'était volontairement débarrassé de l'aura qui, par nature, nimble les rois et chefs d'État. Il se moquait des symboles de grandeur et croyait qu'un nouveau monde était en train de naître où les souverains vivraient comme des citoyens ordinaires. Il avait raison. On était à l'aube d'un monde nouveau, sans roi ni reine. Cependant,
Il avait résolument tort en prévoyant un changement de la dynamique du pouvoir. Ce roi bourgeois, portant canne et chapeau, amusa d'abord les Français, puis très vite les irrita. Les gens du peuple savaient que Louis-Philippe n'était pas réellement un des leurs. La canne et le chapeau voulaient juste leur faire croire qu'il y avait plus d'égalité dans le pays, alors que jamais les disparités sociales n'avaient été aussi grandes. Les Français attendaient de leur roi qu'il ait un certain sens du spectacle, du charisme. Même un radical comme Robespierre, pendant son bref passage au pouvoir pendant la Révolution de 1789, l'avait compris. Et Napoléon, donc, qui avait transformé la République révolutionnaire en régime impérial. De fait, dès que Louis-Philippe eut tourné les talons, les Français exprimèrent clairement leur désir. Ils élurent président le petit-neveu de Napoléon, presque un inconnu, mais dont ils espéraient qu'il recréerait la puissante aura de l'empereur, effaçant le souvenir détestable de ce souverain minable. Un homme de pouvoir est parfois tenté de se faire passer pour un homme du commun afin de créer l'illusion qu'il est l'égal de ses subordonnés. Mais ceux-là même qu'il voulait impressionner ainsi le percent vite à jour. Ils comprennent qu'on ne leur a pas donné plus de pouvoir, sinon seulement en apparence. Seul Franklin Roosevelt réussit à se forger un style suggérant qu'il partageait les valeurs et préoccupations des gens du commun, même s'il restait patricien dans l'âme. Toutefois, il ne prétendit jamais s'identifier à l'homme de la rue. Les dirigeants qui essaient d'effacer la distance par une familiarité factice perdent progressivement la capacité d'inspirer loyalisme, crainte et amour. Au contraire, ils suscitent le mépris. Comme Louis-Philippe, ils excitent si peu l'imagination qu'ils ne méritent même pas la guillotine. Le mieux qu'ils puissent faire est de disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Respect de la loi. Lorsque Christophe Colomb chercha des fonds pour financer ses voyages légendaires, beaucoup dans son entourage le prirent pour un aristocrate italien. Cette rumeur passa même à la postérité par l'intermédiaire d'une biographie écrite après la mort de l'explorateur par son fils et qu'il affirmait descendant du comte Colombo, du château de Cucciaro, à Montferrat. Ce comte aurait lui-même été le descendant du légendaire général romain Colonius, et deux de ses cousins germains, des descendants directs de l'empereur de Constantinople. Des origines illustres, en effet. Mais ce n'était qu'une légende. Christophe Colomb était le fils de Domenico Colombo, modeste tisserand qui avait ouvert un négoce de vin quand Christophe était jeune homme, pour se faire ensuite marchand de fromage. Christophe Colomb lui-même avait créé un mythe autour de ses origines. Il avait en effet senti très tôt que le destin avait pour lui de grands projets. Il avait une sorte de noblesse dans le sang. Par conséquent, il se comporta comme s'il descendait d'une famille illustre. Après avoir fait du commerce maritime à bord d'un navire marchand, Christophe Colomb, originaire de Gênes, s'installa à Lisbonne. Grâce à la fable de ses origines nobles, il épousa une jeune fille issue d'une famille prospère, disposant d'une foule de relations dans la bonne société de la capitale. C'est ainsi qu'il se fit connaître de la famille royale portugaise. Par l'intermédiaire de sa belle famille, Christophe Colomb obtint de rencontrer le roi Jean II le Parfait, à qui il demanda de financer un voyage d'exploration vers l'ouest, dans le but de découvrir un chemin plus court vers les Indes. Toutes ces découvertes seraient faites au nom du roi, mais Christophe Colomb, en échange, réclamait un certain nombre de privilèges. Le titre de grand amiral de la mer Océane, le poste de vice-roi dans toutes les nouvelles terres et 10% du futur commerce avec ces contrées. Ces droits seraient héréditaires, à perpétuité. Christophe Colomb n'était alors qu'un simple marchand. Il ne connaissait pratiquement rien à la navigation, il était incapable de prendre un quart et n'avait jamais dirigé d'équipage. En bref, il n'avait pas la moindre compétence pour le voyage qu'il proposait. Puis, il ne précisait nullement ses projets, se contentant de vagues promesses. Mais cela ne l'avait nullement empêché de faire sa demande avec aplomb.
Quand Christophe Colomb eut présenté sa requête, Jean II sourit. Il déclina l'offre, mais sans interdire tout espoir pour l'avenir. De fait, et Christophe Colomb ne l'oublierait jamais, le roi avait refusé ses exigences, mais il ne les avait pas tenues pour illégitimes. Il ne s'était pas moqué de lui, ne l'avait interrogé ni sur sa famille, ni sur ses références. En réalité, le roi était impressionné par l'audace de son projet et, de toute évidence, se sentait à l'aise avec cet homme si sûr de lui. Cette audience dut convaincre Christophe Colomb que son intuition était juste. En demandant la Lune, il avait acquis un statut. Le roi avait supposé qu'à moins d'être fou, ce qui ne semblait pas être le cas, un homme qui s'arroge autant de valeur est sûrement digne d'estime. Quelques années plus tard, Christophe Colomb partit pour l'Espagne. Il utilisa ses relations portugaises pour s'élever dans les cercles illustres de la cour, reçut des subsides de financiers de renom et partagea la table des princes. Auprès d'eux, il réitéra sa demande de financement pour un voyage vers l'Ouest et revendiqua les mêmes droits que devant Jean II. Certains, comme le puissant duc de Médine, auraient voulu l'aider, mais ne le pouvaient pas, parce qu'il n'avait pas le pouvoir de lui accorder les titres et les privilèges qu'il demandait. Néanmoins, Christophe Colomb persévéra. Il réalisa qu'une seule personne était à même de répondre à ses exigences, la reine Isabelle de Castille, dite la catholique. En 1487, il réussit enfin à la rencontrer. Il ne put la convaincre de financer son voyage, mais il la charma et devint familier du palais. En 1492, l'Espagne chassa définitivement les Maures qui occupaient depuis des siècles certaines régions du pays. Le butin de guerre ayant renfloué son trésor, Isabelle put répondre aux exigences de son ami explorateur. Elle décida de lui accorder 3 navires, leur équipement, le salaire des équipages et une modeste rétribution pour lui-même. Mais surtout, elle établit un contrat qui garantissait à Christophe Colomb les titres et droits qu'il avait exigés. À l'exception, et cela n'était mentionné qu'en appendice du contrat, des 10% des bénéfices tirés des nouvelles terres. Exigence absurde puisque sans limite dans le temps. Si cette clause avait été accordée, Christophe Colomb et ses héritiers seraient devenus la famille la plus riche de la planète. Colomb la négligea. Satisfait d'avoir été entendu, Colomb appareilla la même année à la recherche du passage vers l'Ouest. Avant de partir, il avait pris soin d'engager le meilleur pilote. Peine perdue, la mission échoua. Pourtant, l'explorateur demanda à la reine de financer un voyage encore plus ambitieux l'année suivante, et elle accepta. Elle savait déjà que Christophe Colomb aurait un destin hors du commun. Interprétation. En tant qu'explorateur, Christophe Colomb était médiocre, au mieux. Il en savait moins sur les choses de la mer que le moindre de ses matelots. Il fut incapable de déterminer la latitude et surtout la longitude de ses découvertes, prit des îles pour de vastes continents et maltraita son équipage. Mais dans un domaine, c'était un génie. Il savait se vendre. Comment expliquer autrement que le fils d'un marchand de fromage, un négociant maritime de bas étage, ait réussi à s'insinuer dans les bonnes grâces des plus hautes familles aristocratiques et de sang royal? Christophe Colomb avait un talent étonnant pour charmer les nobles, dû à la manière dont il se comportait. Il respirait une confiance en lui hors de proportion avec ses moyens. Ce n'était là ni un arrivisme agressif, ni la fatuité exaspérante d'un parvenu, mais une calme et tranquille assurance, la confiance qui émanait des nobles eux-mêmes. Car les puissants aristocrates de jadis n'éprouvaient aucun besoin de faire leurs preuves. Étant nobles, ils savaient qu'ils méritaient le meilleur et ils l'exigeaient. Avec Christophe Colomb, ils ressentaient une affinité immédiate parce qu'ils se conduisaient exactement comme eux, au-dessus de la foule, destinés à la grandeur. Comprenez bien ceci. Il est en votre pouvoir de fixer votre prix,
Votre comportement reflète ce que vous pensez de vous-même. Si vous demandez peu, si vous traînez des pieds et baissez la tête, les gens supposeront que c'est votre nature. Or, ce comportement n'est pas vous, c'est seulement la manière dont vous avez choisi de vous présenter aux autres. Vous pourriez tout aussi aisément offrir le visage d'un Christophe Colomb, gai, confiant, avec le sentiment que vous êtes né pour porter la couronne. Les grands imposteurs se ressemblent tous. Au moment où ils mentent, ils sont les premiers à croire à leurs mensonges. Et c'est cette conviction qui entraîne les autres de façon si miraculeuse et irrésistible. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Les clés du pouvoir. Enfants, nous faisons preuve d'un bel enthousiasme. Nous attendons et exigeons tout de la vie. Ce comportement se manifeste encore lors de nos débuts en société, au seuil de notre carrière. Mais en vieillissant, les rebuffades et les échecs de la vie tracent des frontières qui ne font que s'affirmer avec le temps. On en arrive à attendre moins du monde, on accepte ses limites et on finit par se les imposer. On s'incline, on s'abaisse, et on s'excuse même pour les choses les plus simples. L'horizon se rétrécit irrémédiablement. La seule solution est volontariste. Prendre la direction opposée, minimiser les échecs et ignorer les limites, redevenir exigeant comme un enfant. Pour ce faire, il faut une stratégie particulière. Nous l'appellerons la stratégie de la couronne. Elle se fonde sur une simple relation de cause à effet. Si l'on se croit promis à un grand destin, cette foi va rayonner, exactement comme une couronne nimble le roi d'une sorte d'aura. Ce rayonnement sera perçu par l'entourage, qui en déduira que l'on a certainement de bonnes raisons de se sentir aussi confiant. Ceux qui portent une couronne ne semblent pas connaître de limites à ce qu'ils peuvent demander ou accomplir. Et de fait, leur attitude fait s'évanouir limites et frontières. Utilisez la stratégie de la couronne et ses résultats vous surprendront. Prenez pour exemple les enfants heureux qui demandent tout ce qu'ils veulent et qui l'obtiennent. C'est leur exigence même qui fait leur charme. Les adultes sont ravis de satisfaire leurs moindres désirs, comme Isabelle la catholique fut heureuse de combler ceux de Christophe Colomb. Tout au long de l'histoire, des personnages de modeste extraction, les Théodora de Byzance, les Christophe Colomb, les Beethoven, les Disraeli, ont utilisé la stratégie de la couronne. Ils croyaient si fermement en leur propre grandeur qu'elle s'est réalisée. L'astuce est simple, débordez de confiance en vous. Fût-ce au prix de vous leurrer, agissez comme un roi. On vous traitera probablement comme tel. La couronne a beau vous mettre à part, c'est à vous d'actualiser cette différence. À vous d'agir différemment, d'incarner ce qui vous distingue. L'un des moyens en est de vous comporter avec dignité, quelles que soient les circonstances. Louis-Philippe ne donnait pas ce sentiment, c'était un roi banquier. Et dès que ses sujets l'ont menacé, il s'est effondré. Cela n'a échappé à personne, et chacun s'est précipité pour l'achever. Louis-Philippe, en manquant de dignité royale et de fermeté dans ses propos, avait l'air d'un imposteur. La couronne tomba facilement de sa tête. Majesté ne veut pas dire arrogance. L'arrogance semble être l'apanage du roi, mais elle trahit la faiblesse. C'est tout le contraire d'un comportement royal. Haïlé Sélassié, qui régna sur l'Éthiopie de 1930 à 1936 et de 1941 à 1974, soit près de 40 ans, était né Lige Tafari Makonnen. Tafari signifiant redoutable, et Makonnen, le prénom de son père, signifiant grand, noble. Il était issu d'une noble famille de race, duc, mais n'avait guère de chance de parvenir au pouvoir, car il n'était qu'un cousin éloigné du roi, Ménélique II. Néanmoins, dès le plus jeune âge, il avait manifesté une confiance en lui et un comportement royal qui surprenait son entourage. À 14 ans, Tafari vint vivre à la cour,
où il impressionna immédiatement Ménélik et devint son favori. La grâce retenue du ras Tafari, sa patience, sa tranquille assurance fascinaient le roi. Les autres jeunes nobles, arrogants, impétueux et pleins d'envie, provoquaient sans cesse ce mince adolescent féru de livres. Mais il ne se mettait jamais en colère, cela l'aurait abaissé. Déjà, certains pressentaient qu'il atteindrait un jour le sommet, car il agissait comme s'il y était déjà. En 1936, quand les Italiens s'emparèrent de l'Éthiopie, le ras Tafari, désormais empereur sous le nom de Haïlé Sélassié Ier, partit en exil. Il prit la parole devant la Société des Nations pour plaider la cause de son pays. Les Italiens de l'assistance le huèrent avec vulgarité, mais il ne se départit pas de sa dignité, comme si ces manifestations d'hostilité ne l'affectaient aucunement. Il n'en parut que plus respectable et ses adversaires plus ignobles. Dans des circonstances difficiles, la dignité est sans conteste une vertu et d'une grande puissance. Un comportement royal a aussi d'autres effets. Les escrocs connaissent depuis longtemps la valeur d'une allure aristocratique. Soit elle désarme les gens et les rend moins soupçonneux, soit elle les intimide et les pousse à la défensive. Et une fois votre victime sur la défensive, elle est perdue. L'escroc Yellow Kid Weil, alias Comte Lustig, affectait la nonchalance d'un magnat. Il attribuait son opulence à un moyen de s'enrichir quasi magique et arborait le détachement d'un roi. Toute sa personne respirait la confiance comme s'il était vraiment fabuleusement riche, et les crédules le suppliaient de le faire profiter de la bonne fortune qu'il affichait de manière si ostensible. Pour corroborer les mécanismes psychologiques nécessaires à un comportement royal, il existe des stratégies. Tout d'abord, celle de Christophe Colomb. Ayez des exigences audacieuses. Placez la barre très haut et n'en démordez pas. Ensuite, avec beaucoup de dignité, cherchez-vous des appuis tout en haut de l'échelle. Cela vous placera immédiatement sur le même plan que la personne que vous ciblez. C'est la stratégie de David et Goliath. En choisissant un grand adversaire, on se crée une apparence de grandeur. En troisième lieu, faites des cadeaux à vos supérieurs. C'est la stratégie de ceux qui ont un mécène. En faisant un présent à votre mécène, le message est clair. Vous vous placez sur un plan d'égalité avec lui. C'est la vieille méthode du donner pour prendre. Lorsque l'écrivain Pierre Larétin voulut le duc de Mantoue pour mécène, il savait que s'il se conduisait de manière obséquieuse, le duc ne le jugerait pas digne de sa générosité. Aussi se présenta-t-il avec des cadeaux, en l'occurrence des tableaux du Titien, son grand ami. Les cadeaux furent acceptés, et il s'établit une sorte d'égalité entre le duc et l'écrivain. Le duc, mis à l'aise, avait le sentiment de traiter avec un homme de son rang. Résultat, il entretint généreusement Larétin. La stratégie du cadeau est subtile et brillante car vous ne mendiez rien. Vous demandez de l'aide de la manière la plus digne, d'égal à égal, à cette nuance près que l'un des deux a plus d'argent que l'autre. Souvenez-vous, c'est à vous de fixer votre prix. Demandez peu et vous n'aurez rien de plus. Demandez énormément et l'autre saura que vous valez autant qu'un roi. Même ceux qui vous éconduisent vous respecteront pour votre assurance, et ce respect, au final, portera ses fruits d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Image, la couronne. Placez-la sur votre tête et vous serez métamorphosé, serein, empreint d'une royale assurance. Ne manifestez jamais de doute, ne perdez jamais votre dignité, cela serait inconvenant. La couronne n'est destinée qu'à des personnes de grande valeur. N'attendez pas de recevoir cette couronne des mains d'un autre. Les empereurs se couronnent eux-mêmes. Autorité. Conservez la majesté propre à son état. Que toutes tes actions soient, sinon d'un roi, du moins dignes d'un roi, à proportion de ton état. C'est-à-dire procède royalement,
autant que ta fortune te le peut permettre. De la grandeur à tes actions, de l'élévation à tes pensées, afin que, si tu n'es pas roi en effet, tu le sois en mérite, car la vraie royauté consiste en la vertu. Balthasar Gracian, 1601-1658, L'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario. L'idée, en affichant une royale assurance, est de se distinguer du commun. Mais si l'on va trop loin, on court à sa perte. On ne s'élève pas en humiliant les autres. En outre, ce n'est jamais une bonne idée de se placer trop au-dessus de la foule. On devient une cible facile. Et il arrive qu'un comportement aristocratique soit éminemment dangereux. Charles Ier, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, de 1625 à 1649, dut faire face au profond mécontentement qu'avait soulevé dans son peuple l'institution de la monarchie. Des révoltes éclatèrent dans tout le pays, conduites par Oliver Cromwell. Si Charles Ier avait réagi avec perspicacité, s'il avait accepté les réformes et renoncé à une partie de son pouvoir, cela eût changé le cours de l'histoire. Mais il s'obstina dans un comportement encore plus autoritaire, offensé par cette atteinte à ses prérogatives et à la monarchie de droit divin. Cette attitude rigide déplut au peuple et attisa sa révolte. Charles Ier finit décapité. Comprenez ceci. Votre assurance doit être un rayonnement et non de l'arrogance ou du dédain. Enfin, il est vrai que l'on obtient parfois un certain pouvoir en affectant une truculente vulgarité qui amusera comme une caricature. Mais si vous franchissez les limites, si c'est par l'excès du pire que vous vous distinguez des autres, le jeu est dangereux. Il y aura toujours quelqu'un de plus jeune et de plus vulgaire que vous pour vous supplanter.